L'église évangélique protestante SEMA de Koumassi a célébré le dimanche 19 novembre 2017 la sortie de sa 5e promotion de l'école du dimanche. La 21e édition de la fête de moisson de l'archevêque Kassi Dazito s'est déroulée le mercredi 15 novembre 2017 à son siège à Yopougon. En Afrique, Joao Lourenço limoge 2 responsables sécuritaires. Robert Mugabe démissionne, scène de liesse au Zimbabwe. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de rester toujours fidèles sur The Blessing Channel. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité chrétienne en Côte d'Ivoire. L'église évangélique protestante SEMA de Koumassi a célébré le dimanche 19 novembre 2017 la sortie de sa 5e promotion de l'école du dimanche. La belle cérémonie a été suivie pour vous par une équipe de Béni TV. Le culte dominical du 19 novembre 2017 a revêtu un cachet spécial à l'église protestante évangélique SEMA de Koumassi 05 à Abidjan. Et pour cause, les chrétiens SEMA de Koumassi 05, conduits par le surintendant Kwaku Julien, célébraient la sortie de la 5e promotion de l'école du dimanche. Composée de 7 jeunes disciples du Christ, la 5e promotion de l'école du dimanche SEMA Koumassi 05 est baptisée Promotion Zabulon. Elle a pris l'engagement de servir Dieu avec zèle et amour. Pilier fondamental de l'éducation de l'enfant chrétien, l'école du dimanche lui apprend à se baser sur Jésus-Christ à travers 7 classes d'âge allant d'1 à 24 ans. Après plusieurs années de formation, les jeunes pensionnaires de l'école du dimanche de la promotion Zabulon mesurent dans leur vie quotidienne l'impact de cet enseignement biblique. Il faut dire que l'école de dimanche m'a appris plusieurs choses. Depuis tout le bas âge, je ne connaissais pas Christ et c'est une tante qui m'a envoyé à l'église alors que mes parents ne connaissaient pas Christ. Mais par l'école de dimanche, par mes prières, par la prière aussi de mes tontons, mes parents ont accepté Jésus-Christ et cela je rends gloire à Dieu parce que c'est l'école de dimanche qui m'a appris à prier pour ma famille, à prier pour mes frères et sœurs et à prier pour que je puisse évoluer aussi dans la vie. Pour le surintendant Kwaku Julien, pasteur de l'église SEMA Koumassi 05, et M. Kofi Kwaku Hervé, premier responsable national des écoles du dimanche de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, l'encadrement des enfants et des adolescents doit être une priorité dans l'église. Une cérémonie de l'école du dimanche est la bienvenue parce que pendant plusieurs années de formation, nous voyons que Dieu intervient dans la vie de ses enfants. Donc, il faille que nous, responsables de l'église, nous organisons une cérémonie en l'honneur de notre grand Dieu pour le célébrer. C'est vrai, il y a l'église, la grande église, mais la parole de Dieu est aussi destinée aux enfants. Comme on l'a vu aujourd'hui dans Lamentations chapitre 4, verset 4, il dit que les enfants ont soif de la parole de Dieu. Les enfants ont faim de la nourriture qu'est la parole de Dieu. Mais qui va leur donner cette nourriture? La promotion Zabulon a passé le flambeau à la prochaine promotion avec les prières et les bénédictions des pères spirituels. Nous, promotion Zabulon, avons reçu ce flambeau de la promotion Judas. Nous avons gardé cette flamme allumée par la mise en pratique de la parole de Dieu et nous ont enseigné les moniteurs de l'école du monde de Koumassi 05. La 21e édition de la fête de moisson de la MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, dirigée par l'archevêque Kassi Dazito, s'est déroulée le mercredi 15 novembre 2017 à son siège à Yopougon, en présence des autorités ecclésiastiques et administratives. La 21e édition de la fête de moisson à la MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, était un rassemblement ecclésiastique qui restera gravé dans les mémoires. Un programme majeur qui a rassemblé plusieurs fidèles, aussi des autorités administratives, politiques et religieuses. Un moment de réjouissance en témoigne la fanfare qui accompagne le peuple jusqu'au siège de la MEDA dirigé par l'archevêque Kassi Dazito. Après les différentes articulations, place aux intervenants. L'archevêque Kassi Dazito, président fondateur de la MEDA, a pris la parole dans cette belle atmosphère de joie pour s'adresser au peuple. Aussi longtemps que vous avez participé à la construction d'une église, d'un lieu de prière, aussi longtemps où vous avez aidé quelqu'un à trouver de quoi manger, croyez-moi que Dieu se souviendra toujours de votre action.
Le président d'honneur de cette fête de la moisson, le révérend Affian, après avoir donné un message fort et rempli de vertu, s'est prononcé sur la nature du programme. Et aujourd'hui est une journée de réjouissance et d'action de grâce. Et c'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous bénissons ce moment pour l'église du bishop Kassi, qui a une mission d'œuvre d'art, d'œuvre pour l'œuvre de l'esprit, pour l'œuvre de la grâce et l'œuvre de la bénédiction pour chaque enfant de Dieu sur cette terre. Même son de cloche pour M. Bernard Yoman, représentant son excellence, Mme Bédi, qui s'est félicité de la mobilisation. Le message délivré est assez édifiant, mais surtout cette fête coïncide avec la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est l'occasion, au nom de Mme Bédi, de lancer un appel à chacune et à chacun des Ivoiriens de faire en sorte que la paix soit notre quotidien. Cette 21e édition de la fête de la moisson a été une réussite totale, moment de réjouissance, de gaieté, d'amour et surtout de reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Initiée par l'ONG chrétienne Excellencia, la 3e édition du programme Dieu veut faire 2017 s'est déroulée le mercredi 15 novembre 2017 au théâtre de la cité de Cocody à Abidjan. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tel était le thème de cette rencontre Dieu veut faire 2017, 3e édition, qui a pour orateurs les révérends Jean-Baptiste Nielbien et Jean-Marie Tiako. La journée du mercredi 15 novembre 2017, journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, a été mise à profit par l'ONG chrétienne Excellencia et le Corps du Christ pour célébrer l'Éternel Dieu à travers la 3e édition 2017 du programme de prière Dieu veut faire. Conduit par le groupe de chantres Excellencia, les chrétiens venus nombreux au théâtre de la cité de Cocody sont entrés en intimité avec Dieu dans de longs moments d'adoration. Placé sous un thème évocateur intitulé « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée », le programme Dieu veut faire 2017 3e édition a été un moment de prières intenses, mais aussi des moments d'enseignement avec les révérends Jean-Baptiste Nielbien et Jean-Marie Tiako. Ces éminents orateurs ont enseigné aux chrétiens présents les secrets bibliques pour vivre une vie d'exaucement. La Bible nous décrit dans le chapitre 11 d'Hébreux combien de fois les anciens ont eu les yeux de la foi pour triompher de toutes les difficultés, tous les défis qui étaient dressés devant eux. Alors Dieu, dans son essence, ne peut être vu par un homme et vivre, comme la Bible déclare. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Seul le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans le sein du Père, l'a vu et le connaît. Et tous ceux qui ont vu Dieu l'ont vu avec les yeux de la foi. Moïse l'a vu, Jacob l'a vu, Ésaïe l'a vu. Dans Ésaïe chapitre 6, il vit Dieu avec les yeux de la foi. Dieu s'est révélé à des milliers de personnes par les yeux de la foi, à l'église de Jésus-Christ par les yeux de la foi. Et aujourd'hui encore, il veut se révéler à toi. Dis Amen. Celle qui s'est regardée à Dieu et celle qui s'est renoncée à soi pour obéir à la volonté de Dieu, la véritable foi. C'est elle dont le christianisme du 21e siècle a besoin. Une foi vivante, une foi active et une foi qui permet au royaume de Dieu d'avancer. C'est de cela qu'il s'est agi en substance et pour simplifier les choses. Pour les participants du VFR 2017 3e édition a été un cadre de bénédiction et de repositionnement en Jésus-Christ. C'est sûr, à Dieu veut faire 2017 3e édition, chaque chrétien présent a pu voir Dieu face à face dans une atmosphère surnaturelle marquée par le Saint-Esprit.
En Afrique à présent, plus précisément en Angola, le nouveau président vient de limoger des hauts responsables de l'appareil sécuritaire. Il s'agit d'Ambrosio de Lemos, le commandant général de la police nationale, et Antonio José Maria qui perd son fauteuil de chef des services de renseignement et de la sécurité militaire. La vague de révocation entamée par João Lourenço au sommet de l'État angolais se poursuit. D'après des informations de l'agence de presse officielle ANGOP, le nouveau président vient de limoger 2 hauts responsables de l'appareil sécuritaire. Il s'agit d'Ambrosio de Lemos, le commandant général de la police nationale, et d'Antonio José Maria, qui perd son fauteuil de chef des services de renseignement et de la sécurité militaire. Les 2 personnalités révoquées étaient considérées comme des alliés de l'ancien président, José Eduardo dos Santos. Ces nouvelles décisions prises par le chef de l'État angolais interviennent quelques jours après le limogeage surprise de la fille de son prédécesseur, Isabel dos Santos, qui occupait le poste de présidente directrice générale de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Elle marque, selon plusieurs observateurs, des gestes forts du nouveau président qui souhaite s'affranchir de l'héritage légué par José Eduardo dos Santos après 38 ans de pouvoir. Robert Mugabe vient de mettre fin à son règne autoritaire de 37 ans à la tête du Zimbabwe en présentant sa démission de la présidence du pays, poussé vers la sortie par l'armée, son propre parti et la rue qui a aussitôt manifesté sa joie. C'est dans une liesse spontanée que les habitants d'Harare ont accueilli la nouvelle. Mardi, le président du Zimbabwe a confirmé par écrit sa démission. L'annonce du départ du plus vieux dirigeant de la planète a aussitôt été saluée par tout un peuple avec soulagement et un regain d'optimisme. Nous avons un bel avenir devant nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour être le meilleur pays au monde. Nous avons des minerais, des terres, nous avons des compétences. Notre peuple est éduqué et les gens sont des travailleurs acharnés. Poussé vers la sortie par l'armée qui n'avait pas hésité à le placer en résidence surveillée, Robert Mugabe a résisté quelques jours de plus, en vain. Bien joué, ça va être une grande fête ce soir. Il était aux alentours de 17h, heure de Paris, lorsque le président du Parlement a lu la lettre de démission de Robert Mugabe. L'Assemblée nationale débattait depuis le début de l'après-midi de sa destitution. Samedi, à l'appel des anciens combattants de la guerre d'indépendance, des dizaines de milliers de manifestants étaient déjà descendus dans la rue pour réclamer le départ de Mugabe. Selon toute vraisemblance, la période de transition qui s'ouvre devrait être dirigée par l'ancien vice-président Mnangagwa, qui avait lui aussi appelé Robert Mugabe à démissionner. Les réactions se multiplient après l'annonce par le président du Parlement de la démission de Robert Mugabe, 93 ans dont 37 ans au pouvoir. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Boris Johnson s'est félicité de ce départ du président et affirme que son pays est enfin prêt à entrer dans une nouvelle ère. Les réactions se multiplient après l'annonce par le président du Parlement de la démission de Robert Mugabe, 93 ans, dont 37 passés au pouvoir. En Angleterre, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Boris Johnson s'est félicité de ce départ du président et affirme que son pays est enfin prêt à accepter le retour du Zimbabwe dans le Commonwealth, tout en formulant le vœu de voir ce pays entrer dans une nouvelle ère. Bien sûr, nous devrons attendre et voir exactement comment cela va se dérouler. Mais à première vue, c'est un moment d'espoir pour le Zimbabwe. Et le peuple zimbabwéen, depuis 37 ans, languit sous un despote qui appauvrit le pays. Et ce que nous espérons maintenant, c'est une nouvelle ère. Avoir un gouvernement légitime pour mener à bien la transition, c'est le vœu de milliers de Zimbabwéens qui ont célébré toute la nuit du mardi le départ de l'ex-président Robert Mugabe. De son côté, l'UA a également appelé à un transfert de pouvoir pacifique de sorte que l'avenir démocratique du pays soit sauvegardé.
À l'international perdu au milieu de l'Atlantique Sud, l'île de Sainte-Hélène vit une révolution. Elle est enfin accessible par avion après des siècles d'isolement. Mais l'inauguration de l'aéroport, d'abord prévue en 2016, a pris du retard et beaucoup d'habitants qui avaient investi dans le tourisme se retrouvent aussitôt endettés. Johnny Hearn a tout misé sur le tourisme. Avec son bateau importé d'Écosse, cet habitant de l'île de Sainte-Hélène espérait emmener les visiteurs le long des côtes pour observer baleines et dauphins au milieu de l'Atlantique. Il a engouffré 200 000 € dans ce projet, mais les retards de l'aéroport l'ont asphyxié. Ça a été très dur quand ils ont dit que l'aéroport avait du retard. J'avais 3 boulots à un moment donné, juste pour payer mon loyer et survivre au jour le jour. L'île sur laquelle Napoléon est mort en exil est aussi un paradis pour randonneurs et plongeurs. Avec le nouvel aéroport, les autorités britanniques tablaient sur l'arrivée de 30 000 touristes par an à Sainte-Hélène. Ils seront finalement entre 3 et 5 000 selon l'Office du tourisme. Une fréquentation plus limitée que prévu, mais plus régulière qu'à l'époque de la liaison par bateau. Avec le bateau, ce qu'il se passait, c'est qu'on avait des visiteurs toutes les 2 semaines depuis le Cap. Ils restaient environ 8 nuits, puis repartaient. Et pendant les 2 semaines suivantes, l'île était complètement morte. Il faut aussi compter avec une offre hôtelière restreinte. 121 lits sont disponibles sur toute l'île de Sainte-Hélène. Quelques établissements ont bien ouvert leurs portes, mais les retards de l'aéroport ont fait plonger les demandes de réservation. La propriétaire de cet hôtel y a laissé une bonne partie de ses économies. J'ai 4 réservations jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors dites-moi, ils sont où tous ces touristes qui devaient envahir l'île ? L'inauguration de la ligne commerciale de Sainte-Hélène est un soulagement, mais il faudra du temps pour espérer un retour sur investissement, d'autant que le prix du billet est élevé, près de 900 € l'aller-retour depuis Johannesburg. La Cour suprême du Cambodge a ordonné la dissolution du principal parti d'opposition du pays, ultime étape du nettoyage entrepris par l'inamovible Premier ministre pour faire taire toute dissidence avant les élections de 2018. Avant même la décision de la Cour, les autorités avaient déployé des forces de sécurité un peu partout à Phnom Penh et notamment pour bloquer l'accès au tribunal. Hun Sen ne voulait aucune manifestation. Lui qui avait été très clair, le parti d'opposition allait être dissous. Hun Sen est au pouvoir depuis 30 ans et il se veut le garant de la paix et de la stabilité au Cambodge. Mais force est de constater que depuis de longs mois, il mène une répression féroce contre l'opposition. Le leader de l'opposition du parti du CNRP, Kem Sokha, est déjà derrière les barreaux accusé de trahison et d'espionnage et son parti est accusé d'avoir cherché à renverser le gouvernement. Hun Sen, ces derniers mois, s'en est aussi pris aux ONG et aux médias indépendants. Hun Sen, désormais, est presque seul en lice pour les élections de juillet prochain. Aucune opposition crédible. La décision de la Cour suprême de dissoudre le parti d'opposition est forcément très préoccupante, cette décision, pour tous ceux qui veulent une démocratie forte au Cambodge. On parle sport à présent. Le président de la Fédération italienne de football, Carlo Stavecchio, a démissionné lundi 20 novembre lors d'un conseil fédéral, une semaine après l'élimination de la nationale en barrage d'accession à la Coupe du Monde, a annoncé un responsable de la FIGC. Alessandro, per favore, Catapano Gazzetta. Ho capito, però Alessandro, se no facciamole tutte. Noi abbiamo perso un mondiale, alla qualificazione. Carlo Stavecchio è più disperato per questo, non come presidente federale, ma come Carlo. È un atto di debolezza, di un'emozione diventa una tragedia. Questa è la filosofia che sta alle spalle di un sistema sportivo, di un popolo, di gente che lavora per produrre. Se quel palo fosse entrato, Carlo Stavecchio chi era un campione? No, era lo stesso uguale.
Però questo sistema, questa civiltà, questa politica, questa amministrazione dello sport è una cosa che non può andare avanti così. Le riforme non possono essere fatte per un campo di calcio di 120 per 60. Devono essere fatte a livello generale di sistema. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes. Que Dieu vous bénisse et demeurez toujours en prière.